Merci de nous retrouver avec notre invité Vincent Crouzet qui vient nous parler de sa vie d'espion dans ce livre, Le jour où je suis devenu espion, édition de l'Observatoire. Et je vous le disais, si vous souhaitez savoir, connaître les coulisses de la vie d'espion, le recrutement, la couverture, la légende, comme on dit aujourd'hui, les techniques de filature, et puis quelques-unes de vos projections. On ne dit pas mission quand on est agent, on dit projection. Voilà, on apprend ça aussi, par exemple. Donc avant de vous entendre, Vincent, eh bien, ce livre, il vient de sortir. Si vous ne l'avez pas encore lu, nous l'avons lu. Justine Fraissinet l'a lu. Voici les indispensables. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir Vincent Crouzet. Alors, bonsoir. Vincent Crouzet, il dévoile d'abord comment on est recruté comme agent. Comment ? Oui, on est à la fin des années 80, vous avez 25 ans, vous venez de terminer votre service militaire après des études à Sciences Po Grenoble, vous recevez cet appel chez vos parents, aux Arcs dans les montagnes tarentaises. Bonjour Vincent, nous sommes des amis de l'adjudant-chef R, ce gradé avec qui vous discutiez le soir pendant le service. Votre profil nous intéresse, nous aimerions vous rencontrer. J'ai compris immédiatement qui ils étaient, dites-vous, j'ai accepté. Rendez-vous est pris dans un bistrot proche des Champs-Élysées. Un quadra, visage taillé à la serpe, costume strict, vous attend sur une banquette au fond de la salle. Il vous bombarde de questions. Vous savez qui nous sommes. Sinon, les filles, pas d'amoureuses. Puis il en vient aux faits. Nous constituons une nouvelle unité composée de jeunes éléments avec de fortes capacités d'adaptation et portés par des valeurs. Il vous donne 4 jours pour réfléchir. Dans votre tête, c'est déjà oui. Je vais devenir cet homme qui inspecte sa chambre d'hôtel en rentrant tard dans la nuit. Vous intégrez cette unité qui ne porte pas de nom, qui n'apparaît nulle part. Une trentaine d'agents, une dizaine d'officiers traitants à Paris. La formation démarre aussitôt avec Gaëtan, alias Le Gros, ancien nageur de combat. Premier exercice dans un bistrot du centre de Paris. Et là, on est dans le bureau des légendes. Le Gros désigne une femme blonde aux yeux verts à la table d'à côté. Votre mission, récupérer son numéro, prendre un maximum de renseignements sur elle. Et si envie il y a, la séduire. Contact établi. Amandine, vous dit-elle, vous, Victor, votre identité fictive, vous travaillez dans la pub, elle est productrice de théâtre. Et une heure se passe, elle vous laisse son numéro. Le soir, vous appelez et c'est le Gros qui décroche. Si tu es sage et que tu valides tout, on se fait une bouffe avec Amandine, qui s'appelle en fait Bénédicte et qui est commandante à la DGSE. Voilà. L'une des grandes projections, donc, puisqu'on ne dit pas mission, on dit projection du nouvel agent Victor, c'est l'Angola. Et là, on a les coulisses des opérations françaises en Angola. Effectivement, l'Angola, qui est indépendante depuis le milieu des années 70, est dirigée par un régime marxiste à la solde de l'URSS. On est en pleine guerre froide. Et la France, comme beaucoup de pays occidentaux, soutient les rebelles, l'UNITA de Jonas Savimbi. Et c'est d'autant plus important qu'Elf est en pointe dans l'exploitation du pétrole local. Vous irez une vingtaine de fois sur place pour du renseignement, parfois pour du soutien logistique, sous votre légende notamment de négociant de café. Vous nous avez fait parvenir ces quelques photos. Anecdote savoureuse, août 1998, vous êtes coincé à une frontière, on vous arrête et là vous improvisez une belle légende. Vous expliquez que vous êtes l'agent de Lilian Thuram. À ce moment-là, la France vient d'être championne du monde. Ça passe, on vous laisse repartir. En Afrique, dites-vous, 2 choses surpassent tout, la musique et le foot. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, on m'adresse les plus plates excuses. Et un jour, Savimbi est tué. Le commandant Massoud en Afghanistan, que la France soutient de longue date, l'est aussi. Et vous tirez votre révérence, vous dites que vous avez vécu cet adieu comme une rupture amoureuse. J'aimerais toujours être de ces boucliers, ceux de l'armée secrète qui préserve le pays du pire. Le jour où je suis devenu espion, je suis devenu un homme. Merci Justine. Oh, je suis tellement touché. C'est vrai ? Ah ouais, par la présentation de Justine, mais vraiment, je suis... C'est vrai que vous dites l'espionnage demeure la plus noble des activités. Pourquoi ?
Parce que c'est une activité profondément humaine, qui va puiser dans les fractures de chacun, dans les faiblesses de chacun, mais aussi dans les meilleures qualités que chacun peut. Pourquoi ça puise dans vos faiblesses ou vos qualités en l'occurrence? Parce que pour manipuler une source, quand un officier traitant, j'étais pas officier traitant, mais quand un officier traitant manipule une source, un correspondant, un agent, il doit s'appuyer sur les forces et les faiblesses de cet agent, donc il doit bien connaître les ressorts humains. Ça, on vous l'apprend, les techniques de manipulation pour soutirer des informations, par Non, exemple? pas vraiment. Ça s'apprend au fur et à mesure avec l'expérience. Et déjà, au moment du recrutement, vous savez, le recrutement est très dur à la DGSE. En ce qui concerne les officiers traitants, c'est 20 à 30 par an sur 2 à 3 000 candidats, souvent sortis grandes écoles. Mais il y a 300 métiers à la DGSE, donc tout le monde peut pourvoir à d'autres emplois. Et on ne recrute pas nécessairement les gens sur leur qualification scolaire ou leur capacité de travail, mais surtout sur leur capacité d'adaptation et leur grande qualité humaine. Alors, vous racontez, il y a certains épisodes où, avec le gros, entre guillemets, qui sera votre formateur, vous racontez l'art de la filature. Et donc, vous êtes dans Paris, vous devez le filer, si j'ai bien compris, et puis c'est lui qui vous coince finalement. Il vient derrière votre dos et il dit « Là, fils, c'est con, mais t'es mort. C'est moi qui t'ai chopé. » Et du coup, je dois lui payer le déjeuner. Voilà. Et du coup, c'est vous qui payez le déjeuner. Vous racontez aussi que, avec votre femme, celle qui va devenir votre femme, elle n'a jamais été au courant de vos activités. À un moment donné, vous laissez transparaître que vous dites « Je suis consultant ». Quand vous passez des coups de fil sur votre téléphone satellitaire en Angola à 2h du matin. Alors c'est là où je me fais coincer, David. Oui, parce qu'elle surgit dans votre dos. Elle dit, t'as vraiment quand même un drôle de boulot, là, ton boulot de consultant. Est-ce que c'est toujours le cas, ça? Par exemple, est-ce qu'on apprend toujours les techniques de filature? Est-ce qu'on doit toujours cacher à son épouse qu'on travaille pour l'État français? Alors, les techniques de filature, oui. Alors, c'est moins efficace, moins important maintenant. Vous savez, avec la surveillance globale, il y a des villes, par exemple les villes chinoises, chaque mètre carré, de toute manière, est filmé par une caméra de sécurité, de surveillance, donc c'est extrêmement difficile d'échapper. Maintenant, il n'y a plus de filature physique, il y a des filatures à travers la surveillance globale. Ah, ça n'existe plus. L'électronique l'a remplacé. Écoutez, j'avais un ami qui était attaché militaire à Pékin, et à ses heures perdues, il sortait de l'ambassade, et il savait qu'il mobilisait jusqu'à 150 personnes en filature. Mais c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, tout le monde est derrière des écrans et tout le monde est suivi de toute manière au mètre carré près dans n'importe quelle capitale, à la fois occidentale ou à Pékin, à Moscou évidemment. Vous racontez, il y a une technique que vous avez appris, se désilhouetter. Se désilhouetter, c'est-à-dire changer sa silhouette. En quoi ça consiste? Par exemple, je peux me raser le crâne comme François, par exemple, et changer d'apparence. On peut mettre un bonnet, on peut avoir une parka double face, porter des lunettes, se raser, etc. Mais des choses très simples de bon sens. Quelles sont les qualités pour être un bon espion? La curiosité. La curiosité. Oui, il faut être curieux de tout. Parfois même la naïveté, parce que quelqu'un qui est trop sûr de lui et qui arrive en terrain conquis, il est suspect. Donc il faut parfois jouer au bonnet et ne pas être trop malin et trop intelligent dans certaines circonstances. S'adapter très vite à tout, au dress code, à toutes les situations. Ce qui fait que finalement, moi je suis assez peu impressionné. Si, la seule fois où j'étais impressionné, par exemple, sur cette chaîne, c'est la première fois que j'ai fait un plateau chez vous. Ah. Mais sinon, mais vraiment, j'en parlais. T'es impressionné parce que vous savez qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent. Non, mais je suis parti du principe que chaque destin était égal. Et à partir de ce moment-là, on arrive beaucoup mieux à s'adapter à son interlocuteur. Ah mais ça, on le comprend. Dans votre personnalité, c'est que vous avez le goût du jeu et la faculté de prendre de la distance comme si tout cela était effectivement un jeu, même dans les situations les plus périlleuses, on l'a compris. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne racontez pas dans ce livre? Bien sûr, on imagine il y a des projections que vous ne racontez pas. Mais est-ce que dans ce que vous racontez, tout est complet d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a tous les éléments ou est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire? Non, il y a des choses que je ne raconte pas, parce qu'il y a des choses qui pourraient être
fâcheuse pour mes anciens interlocuteurs, pour les mouvements que j'ai suivis, etc. J'essaye quand même d'être assez sincère dans le livre, en ce qui concerne les mouvements de guérilla que j'ai suivis, les milieux que j'ai approchés, notamment les milieux le milieu des marchands d'armes. Mais non, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas raconter, oui, évidemment. Oui, vous avez approché des profils peu recommandables, des marchands d'armes, des trafiquants de diamants, j'en passe et des meilleurs. Et vous dites, on doit tout le temps vivre dans ce métier, vous le dites à nos confrères du Grand Continent, dans ce que vous appelez une schizophrénie organisée, c'est-à-dire... Oui, une cérébralité compartimentée. Et essayer de retrouver 5 minutes par jour la pleine conscience et la pleine lucidité de qui on est. Et d'ailleurs, je le conseille à tout le monde, quels que soient les métiers, c'est-à-dire qu'une fois qu'on referme la porte de sa chambre le soir, se retrouver soi-même, essayer de s'abstraire de l'environnement dans lequel on travaille. Et moi, j'en avais besoin parce que je suis issu d'une famille, d'une bourgeoisie moyenne de province, avec certains codes moraux, et je me retrouve devoir vivre avec des trafiquants d'armes, avec la même vie interlope, vivant la nuit, etc. Eh bien, j'essayais de retrouver 5 minutes par jour, voilà, qui j'étais moi-même. C'est ça, parce que votre couverture, votre légende, à un moment donné, c'est négociant en café, mais ça prend des proportions très importantes. C'est-à-dire que c'est un vrai business qui se développe, et on se demande si vous êtes toujours agent pour l'État français, ou vraiment un spécialiste et un grand négociant de café. Ouais, on avait besoin d'oxygéner un mouvement de guérilla en Angola, qui s'appelait l'UNITA. Ils nous demandaient énormément de choses, et finalement, l'un des meilleurs services qu'on leur a rendu, c'est d'organiser une filière de contrebande de café, leur permettant d'oxygéner économiquement une province grande comme 4 départements français, donc de redonner du travail aux gens, de redonner des ressources aux gens, de l'espoir à toute cette population, et ça a formidablement marché. Grâce à vos talents de chef d'entreprise. Ah non, on apprend. Vous savez, moi je suis allé chercher 50 camions Dodge que l'OTAN a dû nous refiler, que j'ai fait repeindre en bleu au Zaïre. J'ai amené 17 000 machettes. Je suis allé négocier avec l'évêque de la province qui avait le seul chariot élévateur. Enfin, des tas de petites choses comme ça. Je suis allé chercher des décortiqueuses de café au Brésil. Voilà, mais ça a pris d'autres métiers à l'intérieur de votre métier. Qui sont les meilleurs agents aujourd'hui? Alors, vous avez pris du recul, évidemment. Ou qui étaient les meilleurs agents à l'époque? Les Américains, vous dites, on les voit arriver parce qu'ils transportent un bout d'Amérique avec eux. Ils viennent avec leur McDo, leur pizza, leur chambre réfrigérée pour conserver tout ça, leurs lunettes Ray-Ban. Bon, aujourd'hui, ça s'exporte aussi au-delà des États-Unis. Mais bref, vous dites, on les voit. C'est les agents du Mossad. C'est qui vous bluffez? Oui, le Mossad, parce que invisible est très efficace. Les Britanniques aussi, grande comment dire, culture du renseignement. Tous les Anglais finalement sont tous des agents de renseignement. Vous savez, ils vont tous, dès qu'ils voient quelque chose d'un peu bizarre, ils en parlent à leur ambassadeur. Mais franchement, c'est pas pour être chauvin, mais les meilleurs, ça reste tout de même les Français, parce qu'on a la chance en France d'avoir la DGSE, qui est un vrai service intégré, qui, avec un très bon équilibre entre le renseignement humain et le renseignement technologique. Et c'est quelque chose dont on ne sait pas déposséder, contrairement aux anglo-saxons. Et je profite je l'ai jamais fait encore, mais je voulais tirer un coup de chapeau à tous les jeunes agents qui, quand j'avais 30 ans, qui aujourd'hui sont répartis de par le monde, parfois dans le froid, dans le grand froid pour certains d'entre eux. Le Groenland alors le Groenland, l'Estonie, la Finlande, voilà, et qui nous permettent, ce soir, quand on va quitter le plateau, d'aller dîner en toute félicité avec notre compagnon, notre compagne, nos amis, etc. Et qui sont nos boucliers, nos vrais boucliers. Vos questions, vos réflexions? Je me posais une question, vous entendant. Bon, on retrouve une période de tension internationale très forte. D'un certain côté, on retrouve le monde normal. On voit bien que ça va être favorable, si je puis dire, aux militaires, aux diplomates. Est-ce que vous pensez que ça sera la même chose pour les espions? C'est-à-dire qu'ils vont profiter, en quelque sorte, de ces tensions pour devoir exercer leur talent de façon à nous protéger. Bien entendu, les services de renseignement prennent d'autant plus d'importance aujourd'hui que les décideurs politiques ont besoin d'avoir énormément... Parce que l'objectif principal d'un service de renseignement, c'est de faire remonter la meilleure information aux décideurs politiques afin de prise de décision. C'est ce qu'on appelle vraiment l'espionnage brut.
donc récupérer la recherche opérationnelle du renseignement à fin de décision. Donc nos décideurs ont de plus en plus besoin d'informations pour décider, et pas les informations qu'on retrouve de manière ouverte, très facilement en 3 clics, mais les informations qu'on ne connaît pas, ce que David a dans la tête, voilà, les choses, ce que Poutine et Ce qu'on a dans la tête. Ce qu'on a dans la tête. Il faut deviner la logique qui anime les dirigeants. Donc, pour cela, approcher des gens relativement proches. Parfois, il vaut mieux espionner la secrétaire particulière ou le chauffeur, ou voire même le tailleur. Il y a un film, Le tailleur de Panama, de John le Carré, à ce propos, pour savoir ce que les chefs d'État ont dans la tête. Oui, alors vous parlez des femmes. Hein. Donc le mythe de James Bond, que ce soit Roger Moore, que ce soit les uns les autres, n'est pas un mythe. C'est-à-dire que oui, ça fait partie de la séduction, ça fait partie aussi de temps en temps des outils. Antoine. Oui, moi je me demandais, je vais avoir plaisir à vous lire d'abord, vraiment, et je me demandais ce que change au fond l'arrivée dans la fiction de manière massive avec le Bureau des légendes de l'espionnage. C'est-à-dire que vous décrivez d'ailleurs dans cette interview au Grand Continent le tournant qu'a été compris successivement Bernard Bajolet et Bernard Rémier, tous deux d'ailleurs qui ont été des grands ambassadeurs de France en Algérie notamment. Ils ont fait ce choix-là, faisant probablement le pari que ça participerait de l'aura, de la renommée, de la réputation de la DGSE. Qu'est-ce que ça change? Le fait que, comme la CIA, aujourd'hui, la DGSE bénéficie d'une mise en valeur à l'écran de ces actions. C'est très important, parce que pendant très longtemps, la puissance des services de renseignement anglo-saxons a été portée par la fiction. Le MI6 avec James Bond, la CIA avec tout le cinéma d'espionnage qui allait avec. Et finalement, quand vous étiez tamponné ou approché par un service, par la CIA, vous aviez tout l'imaginaire fictionnel, en fait, qui vous impactait. Et au milieu des années 2010, Éric Rochon, donc, qui a fait cette proposition de collaboration avec la DGSE, notamment, pour le Bureau des légendes, ça a été un vrai plus. Ça a été un vrai plus parce que, enfin, le service de renseignement français, qui le méritait, avait enfin un visage réaliste. On n'était plus dans le poncif, dans la caricature de la barbouze, etc. Et surtout montrer un service de renseignement en capacité de recueillir du renseignement un peu partout dans le monde. Et c'était très important. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le regard des Français, et des jeunes Français surtout, je m'en aperçois, a énormément changé sur le monde du renseignement et de l'espionnage. Rafik. Parmi les projections, j'essaie d'employer le vocabulaire qui convient, parmi les projections que vous êtes amenés à faire, bravo, hein. Vous et vos collègues, est-ce que vous en faites dans des pays alliés? Bien entendu, heureusement. Et dans quel but? Bon, d'abord dans le but du partage du renseignement et de la collaboration. Alors moi, je n'ai jamais fait ça parce que ce sont des agents ès-qualité qui le font et qui ont donc des partenaires occidentaux. Hein. Je pense qu'il y a une très bonne collaboration entre la DGSE, les Britanniques, les Allemands du BND, etc. Je parlais pas de collaboration. D'espionnage, donc de renseignement. Bon, il y a la partie renseignement industriel, évidemment, qui est très important, qu'on ne peut pas nier. Tout le monde le fait, y compris avec les amis. Hein. Là, ça peut être inamical. Ça peut être inamical, mais comme tout le monde le fait, et que de toute manière, sont des agressions croisées. Le renseignement industriel, de toute manière, est pratiqué par tout le monde. Bon, après, il ne faut pas se faire prendre, c'est tout. Et puis, ensuite, c'est important d'avoir des capteurs dans les grandes capitales européennes, parce que c'est là aussi où on peut espionner et les Iraniens, et les Russes, etc. Parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain. On ne peut pas aller dans ces pays-là. Donc, on va capter du renseignement en périphérie, dans ces capitales. Est-ce que, j'ai 2 questions. Premièrement, est-ce que vous avez eu souvent peur? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes parfois attaché à des sources et donc en difficulté affective, justement, parce que trop attaché pour révéler ou donner les informations? Non, c'est une très bonne question. Sur la peur... moi j'avais 30 ans, j'ai eu peur 2-3 fois, mais pas nécessairement sur des circonstances liées au métier d'agent. Je suis monté dans des avions pourris, antidéluviens, épouvantables, entre le Zaïre et l'Angola. Donc là, oui, j'ai eu peur. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment eu peur. Sur la seconde question, qui est très intéressante, oui, évidemment,
on s'attache à ses sources, on s'attache à ses correspondants, et puis du jour au lendemain, la raison d'État commande de cesser le travail auprès de ce mouvement, et donc on s'est attaché à ces sources. Ce sont des gens qui sont devenus quasiment des amis, et on doit les abandonner du jour au lendemain. Et ça, c'est difficile humainement. Vous racontez Savimbi, donc, qui était à la tête de la rébellion, soutenue notamment par la France. Quand il est mort, vous racontez que des années plus tard, ou peu de temps après, je crois, vous avez l'occasion de rencontrer ses enfants. Le jour même de son... Le jour même, voilà, que vous ne connaissez le 22 pas. février, Vous les prenez dans vos bras, parce que la mort de Savimbi vous affecte vous-même, et le fait de voir ses enfants, vous êtes très affecté aussi. Oui, je me souviens très bien, il faisait un temps de chien à Paris, il pleuvait boulevard Malesherbes, dans un appartement froid, sombre, et il y avait ces 5 enfants qui étaient là, de jeunes ados qui n'avaient rien à voir avec les activités de leur père. Et oui, c'était, voilà, ça fait partie des moments assez forts que j'ai vécu. Ah, on imagine que c'est difficile de mettre le cœur et les sentiments complètement de côté quand pendant des années et des années, ça fait une dizaine d'années que vous suiviez Savimbi. Merci beaucoup. Merci Vincent, David. Merci. À bientôt autour de cette table. En tout cas, le jour où je suis devenu espion aux éditions de l'Observatoire, voilà, pour connaître la coulisse d'une certaine manière. Merci. Vincent.